Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a la chance d'interviewer Elisabeth Baumschneider, conseillère fédérale en charge du département fédéral de l'intérieur. On va discuter avec elle de différents sujets qui nous concernent, nous, directement les jeunes. On va parler de santé mentale, d'inégalité sociale, de santé publique, de racisme, et puis on va aussi prendre 2 questions qu'on a sélectionnées d'un sondage qu'on avait mis sur les réseaux sociaux. Mais avant de plonger dans ces sujets, je vous propose un rapide tour du parcours de Madame Baumschneider pour comprendre comment son parcours influence son action au plus haut sommet de l'État. Bonjour Madame la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider. Bonjour monsieur. Merci beaucoup de nous accepter cette interview. Madame Baumschneider, vous avez un parcours riche et varié. Vous avez d'abord été, si je ne me trompe pas, vous avez eu d'abord un master en économie et sciences sociales. Vous avez travaillé comme assistante sociale dans le canton du Jura. Ensuite, vous avez dirigé la Haute École de travail social de santé de Lausanne. Sur le plan politique aussi assez varié, vous avez d'abord commencé au Grand Conseil du Jura, vous avez ensuite été conseillère d'État en charge de la formation, de la culture et du sport, avant de représenter le Jura en tant que conseillère aux États à Berne. Votre parcours assez varié vous a aussi donné peut-être une vision du terrain. Comment ce bagage influence-t-il votre travail en tant que conseillère fédérale et plus particulièrement au sein du DFI ? Alors, vous êtes très bien documenté, c'est parfait. Peut-être effectivement dire que le fil conducteur de mon engagement politique, c'est la question de la justice sociale, la question de la possibilité pour chacune et chacun d'avoir une vie digne, que ce soit ici en Suisse, mais aussi de se sentir concerné par ce qui se passe sur le plan international. Et c'est clair que ma formation dans le domaine économique et dans le domaine social a toujours été un peu un aiguillon pour me poser les bonnes questions à mes yeux, de femmes engagées, d'élus de gauche, que ce soit au niveau du Parlement jurassien, puis du gouvernement jurassien, et ensuite à la tête d'une haute école de travail social et de la santé, avec à nouveau cette dimension de liberté académique, mais aussi de recherche et de lien avec le terrain. Donc je veux dire, ce qui nourrit mon engagement politique et ce qui me donne le plaisir de faire de la politique, c'est d'essayer d'être à la hauteur des besoins de la société. Ça peut être grandiloquent, mais c'est véritablement ce qui est ma colonne vertébrale, c'est de faire des liens entre la pratique, les choix politiques et puis la mise en œuvre. En exécutif, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit aussi être dans le faire, dans l'agir. Vous avez préféré l'exécutif ou le législatif alors ? Alors c'est des temps différents, hein. Je veux dire, quand on est dans un législatif, ce qui est super, c'est que c'est un travail beaucoup plus collectif, on est dans un groupe parlementaire, on travaille avec les autres groupes, et puis on est dans des propositions, on peut aussi se permettre d'être peut-être plus utopique, parce qu'on ne doit pas toujours corréler le projet avec les possibilités financières ou autres. Dans un exécutif, ce qui est passionnant, par exemple, quand j'étais ministre de la formation, de la culture et des sports, c'est que c'est un peu comme une petite PME. Vous avez vos offices, vous montez vos dossiers pour les soumettre à l'exécutif. Donc là, c'est le gouvernement jurassien. Et vous défendez vos idées, vous argumentez, vous essayez de convaincre. Moi, j'ai toujours été minoritaire dans un gouvernement, ou bien maintenant au Conseil fédéral. Et ce va-et-vient entre des dossiers qui sont préparés dans nos services, dans nos offices, et ce plaisir d'argumenter et de débattre avec des collègues, c'est véritablement ce qui fait le ferment de la politique. À votre arrivée au Conseil fédéral, vous étiez d'abord en charge du département de la justice et de la police, puis vous avez changé au département de l'intérieur quand M. Berset a quitté ses fonctions. Pourquoi ce changement ? Alors, c'est vrai que ça a été une possibilité avec l'élection de mon collègue Beat Jans, et je me suis sentie plus en proximité avec les thématiques des assurances sociales, de la santé ou de la culture, et mon parcours, soit professionnel ou de vie ou politique. Par contre, je dois aussi dire que j'avais un plaisir extrêmement intense et aussi des responsabilités qui étaient difficiles mais passionnantes, notamment dans le domaine de l'asile. Vous le disiez justement avant, vous avez souvent été minoritaire dans vos fonctions. Vous êtes donc une femme issue du canton du Jura, peut-être le moins représentée ici. Comment votre parcours justement permet d'influencer vos décisions sur les questions d'inégalité sociale dans un environnement plus au Conseil fédéral, où on a peut-être un petit peu l'impression que c'est peut-être quelque chose d'assez élitiste, où on a peut-être parfois l'impression en tant que jeune que c'est des personnes qui sont un peu déconnectées de la réalité. Vous avez vu le terrain, comment ça influence votre travail ?
Alors, tout le temps. Déjà, le plaisir de discuter, de débattre avec vous, de répondre à vos questions pour essayer de montrer que la politique, c'est pas d'être dans une bulle que vous qualifiez d'élitisme, mais que c'est au contraire de devoir créer une relation de confiance, de rendre des comptes. On se doit toujours de rendre des comptes à la population. Somme toute, moi j'ai toujours dit, quand j'étais au gouvernement jurassien, mon employeur, c'est un peu la population, parce que je suis payée grâce à des impôts, c'est de l'argent public, et on se doit d'être véritablement, éthiquement, à la hauteur de ce que les citoyens et les citoyennes attendent. Maintenant, bien sûr que je suis minoritaire, mais je viens aussi d'un canton, vous l'avez dit, le Jura, qui a lutté pour son indépendance, qui a lutté pour son identité. C'était une identité linguistique, il y a eu aussi beaucoup d'engagement pour gagner cette autonomie. Et je pense que c'est aussi un des éléments qui est constitutif de mon envie de m'engager, c'est que lorsqu'on est sensible aux questions d'identité, aux questions de minorité, on est peut-être aussi sensible à essayer de trouver les meilleurs vecteurs pour défendre ses intérêts et avoir une possibilité de participer au débat, de participer... Alors, quand j'étais au Conseil des États, c'était avec mes 45 autres collègues des autres cantons, mais j'ai jamais, ressenti le syndrome de... Ah, on n'a pas la place parce qu'on vient d'un canton qui est dit périphérique ou bien un plus petit canton. Le fédéralisme, c'est aussi ça qui est assez magnifique, c'est que, par exemple, au Conseil des États, que je vienne du Jura ou de Zurich ou de Genève, j'ai la même parole. Après, il y a la question de la langue, il y a la question du genre, mais je ne suis pas tellement de nature à me victimiser, mais je suis consciente que quand on est minoritaire, on se doit de trouver des alliances, et c'est aussi ça qui est passionnant. Une chose qu'on sait assez importante au niveau du Conseil fédéral, c'est une certaine collégialité, d'avoir une voix assez unie. Comment, dans le cadre de votre fonction justement au Conseil fédéral, vous continuez à pouvoir conserver vos valeurs personnelles, celles de votre parti, alors qu'il faut quand même défendre une vision assez unie du Conseil fédéral? Alors, vous pouvez enlever tous les AC. La collégialité, c'est pas quelque chose de très nuancé. C'est on débat, on discute, on vient avec notre projet, avec des divergences. Et ensuite, on a une position du collège et on se doit de représenter cette position. Mais c'est vraiment le système de démocratie suisse. Si vous êtes au conseil communal d'une ville ou même d'une petite commune, à un moment donné, vous devez aussi, et c'est juste, incarner la décision du collectif, du collège. C'est la même chose peut-être dans un club sportif. Quand le comité a décidé quelque chose, on peut tous, entre guillemets, commencer à avoir sa propre interprétation, mais c'est pas très utile. Ce qui est plus utile, c'est à un moment donné de dire, ben voilà, le comité a décidé ça, on l'incarne avec plus ou moins d'enthousiasme, mais on l'incarne. Et pour le Conseil fédéral, c'est pas une question d'enthousiasme, c'est une question de responsabilité. On nous élit et on se doit, pour moi c'est vraiment fondamental, de montrer à la population qu'on fait les choses avec sérieux, avec respect, de manière éthique, et que, comme je l'ai dit avant, on souhaite rendre des comptes à la population, et en premier lieu aussi au Parlement, qui est le législatif, qui nous donne des impulsions. Justement, si on revient un peu sur les inégalités sociales, on se demande en fait quelles mesures concrètement vous pouvez mettre en place au niveau national pour lutter justement contre les inégalités. Et on sait aujourd'hui que voilà, la prévention, ça coûte moins cher que peut-être l'action plus tard. Qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place ? Alors, peut-être qu'il faut déjà rappeler que dans la Constitution, les principes d'égalité, ils sont ancrés dans notre texte fondateur. C'est pas juste quelque chose nice to have, l'égalité. Donc, il y a des questions d'égalité salariale, il y a des questions d'égalité de genre, il y a des questions de liberté de croyance, de liberté d'expression au niveau de pouvoir participer à des manifestations. Enfin, tout ça, c'est des valeurs qui sont inscrites dans la Constitution suisse. Ensuite, c'est toujours des questions de majorité au Parlement. Si par exemple, on prend tout récemment, il y a eu une motion qui a été acceptée, qui a été bien débattue, sur la nécessité d'avoir un plan d'action national pour lutter contre le racisme, contre les discriminations. Lutter contre les discriminations, c'est aussi une manière d'irriguer la société avec plus d'égalité. Parce que si on lutte contre l'antisémitisme ou bien contre des propos homophobes, ou bien contre des propos islamophobes, c'est aussi une manière d'avoir une société plus égalitaire ou plus inclusive ou plus juste. Donc, on peut faire beaucoup de choses, mais on doit toujours convaincre une majorité. Et vous avez raison, notamment dans le domaine de la santé, la prévention, c'est un investissement, c'est pas juste des coûts, mais on se doit de convaincre. Et puis, ce qui est peut-être difficile avec la prévention, c'est la même chose au niveau scolaire ou autre, c'est qu'on ne peut pas comme ça avoir
une projection financière de dire, voilà, si j'investis dans tel programme de prévention, je sais que dans 10 ans, j'ai tel résultat financier. Un bon exemple, c'est par exemple la population qui a voulu une modification de la loi sur le tabac pour qu'on supprime la publicité qui pouvait atteindre les mineurs. Et maintenant, le Parlement travaille sur la mise en œuvre et on voit que le Parlement souhaite prendre quelques libertés par rapport à ce que les citoyens ont voulu en disant oui, mais il y a quand même la liberté économique, oui, il y a aussi le rôle des parents. Et c'est toujours ce jeu qui parfois peut décevoir, notamment les jeunes, mais qui est un jeu politique de minorité, majorité et de débat. Pour revenir, vous avez cité les notions de racisme, évidemment c'est dans la Constitution, mais on sait aujourd'hui que c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément acquis. Il y avait déjà un rapport en 2022 du Service fédéral de lutte contre le racisme qui avait reconnu potentiellement une forme de racisme systémique peut-être dans certaines institutions. Pour vous, qu'est-ce qui devrait être encore amélioré? Est-ce qu'il y a encore du chemin à faire justement sur le racisme? Alors, assurément, il y a un chemin à faire, il y a des responsabilités à prendre, et puis on se doit à chaque niveau en termes de gouvernance de prendre les décisions et les responsabilités, parce que en termes de racisme ou en termes d'humiliation liées justement à des questions d'origine, que ce soit au niveau des origines sociales, mais aussi des origines raciales ou autres, on se doit d'avoir une tolérance zéro. Et ça se joue à tous les niveaux. Ça se joue par exemple au niveau scolaire, ça se joue au niveau de l'employeur, on doit être un employeur modèle, ça se joue au niveau de la vie associative. On a eu, grâce de nouveau à des interventions parlementaires, par exemple l'introduction d'un article pour dire que les propos homophobes ne pouvaient plus être admis et qu'il devait y avoir des procédures qui puissent être très, très clairement qui donne des réponses pénales lorsqu'il y a des excès ou lorsqu'il y a des éléments qui ne sont pas corrects. Mais je veux dire, à tous les niveaux, il faut se sentir concerné. Et peut-être que vous, les jeunes, il vous faut aussi dire, dénoncer. Et peut-être quelque chose qui me tient à cœur, c'est aussi toute la question de la violence de certains propos, bien de la polarisation sur les réseaux sociaux. On le sait, on n'est pas forcément toujours conscient à quel point ça peut avoir un effet multiplicateur, mais aussi les dégâts que ça peut faire lorsqu'on est victime de bashing sur les réseaux sociaux, lorsqu'on est jeune et moins jeune aussi d'ailleurs. Bien sûr. Justement, ces mesures qui sont déjà mises en place pour lutter contre le racisme, il semblerait peut-être ne pas forcément être assez suffisantes. Qu'est-ce qui reste encore à faire ? Alors, ce qui reste à faire, c'est d'avoir systématiquement aussi un monitoring des mesures qu'on prend pour qu'on puisse voir lesquelles sont efficaces, lesquelles doivent encore être intensifiées, sur lesquelles peut-être on peut, je vais dire renoncer, mais se dire qu'il faut plutôt les adapter et autres. Donc, il faut vraiment avoir une transparence dans ce qu'on met en place et des bilans intermédiaires et, comme je dis, un monitorage. Ensuite, il faut aussi discuter de manière consensuelle ou bien complémentaire avec les cantons, avec les villes ou les communes. Donc, véritablement aussi être à tous les niveaux de responsabilité politique, que ce soit communal, régional, cantonal ou national. Et aussi admettre qu'il y a encore des lacunes qui doivent être comblées. Et c'est pour ça que maintenant, il y aura ce programme national. Pour revenir justement sur les questions de santé mentale des jeunes, comment vous les mettez justement en priorité aussi dans les mesures que vous pouvez mettre en place, surtout au niveau national, parce qu'on sait que la santé, c'est quelque chose qui est surtout au niveau cantonal, mais est-ce qu'il y a des choses que vous prévoyez de faire sur la santé mentale des jeunes au niveau national ? Alors, il y a probablement des programmes de prévention, il y a aussi des soutiens qui sont apportés à des associations, que ce soit Pro Joventute ou bien différentes Promente Sana, qui peuvent être soutenues. Maintenant, vous l'avez dit à juste titre, ce sont les cantons qui sont compétents pour des mesures plus ciblées, plus pragmatiques en termes de prévention et surtout d'action. Après, on a abordé pas plus tard qu'aujourd'hui la question assez inquiétante de l'augmentation des rentes AI en raison de problèmes d'ordre psychique chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes. Donc, c'est de dire... si la réponse adaptée, c'est une rente AI, oui, mais qu'est-ce qu'on fait après pour essayer de rester en contact avec les jeunes qui sont au bénéfice d'une rente, pour les réintégrer ou bien pour leur donner le goût, la confiance de se projeter à nouveau dans une démarche qui les intègre dans la société ou bien avec une possibilité d'emploi.
Donc il y a vraiment toute une nécessité déjà d'admettre qu'il y a un problème. Maintenant, je crois que ça, peut-être grâce ou à cause du Covid, on a mis en visibilité certaines situations difficiles pour les jeunes. Mais maintenant, on se doit aussi d'avoir des programmes. Donc, je ne peux pas comme ça vous dire, oui, il y a un programme qui sera mis sur pied. Il y a quantité de mesures aussi au niveau scolaire qui sont soutenues. J'avais pris ce petit document parce que peut-être vous ne le connaissez pas. Il y a le Conseil du futur qui a pris comme thématique toutes les recommandations en matière de santé mentale chez les jeunes. Et je trouve que c'est vraiment passionnant parce que c'est des jeunes qui font partie de ce Conseil du futur qui ont réfléchi à des thématiques prioritaires. Et une des thématiques prioritaires, c'est la santé mentale. Ensuite, il se trouve que je faisais partie du comité de Ciao.ch à Lausanne. Et par exemple, Ciao.ch, qui s'adresse plutôt aux enfants et jeunes adultes, a mis en place un programme de réponse pour des thématiques liées aux difficultés de nature psychologique ou bien aussi des questions de harcèlement pour des jeunes désormais de 18 à 25 ans. Donc, je veux dire, il y a tout un maillage de démarches qui se font où ce n'est pas comme ça uniquement un programme national qui sera la réponse. En 2022, le rapport de la convention, du comité de la Convention relative aux droits des personnes handicapées faisait état quand même de 8 lignes de félicitations, mais quand même de 15 pages de préoccupations. C'est quelque chose qui vous inquiète que l'ONU pointe autant du doigt la Suisse de ne pas faire assez en termes de prise en charge de la santé mentale, mais aussi de droits des personnes handicapées? Bien sûr, on ne peut pas rester indifférent à cette situation. Maintenant, il faut toujours recontextualiser. Comme vous dites, je ne connaissais pas le nombre de lignes ou bien le nombre de pages, mais il y a une volonté de dire oui, il y a des choses qui se mettent en place, mais il y a encore beaucoup de lacunes. Et par exemple, dans la situation des personnes confrontées à un handicap, il y a l'initiative Inclusion qui va être déposée au mois de septembre et qui mettra dans le débat politique toutes les questions liées non pas seulement à la lutte contre les discriminations, mais à la place de la personne avec un handicap dans la société. Si on sait qu'il y a 1 700 000 personnes en situation de handicap, on se doit de réfléchir, comme elle nous le demande, pas seulement à la lutte contre les discriminations, mais à une véritable égalité pour les personnes en situation de handicap. Ce rapport demandait aussi, et pointait encore du doigt la Suisse, sur la non-ratification d'un protocole facultatif qui permettait à des personnes individuelles, une fois qu'elles avaient fini tous les moyens de recours possibles en Suisse, de pouvoir s'adresser à ce comité si elles se sentent violées dans leurs droits. Pourquoi la Suisse n'a pas encore ratifié ce protocole ? Alors, vous permettrez que je ne dise qu'il faut que je me renseigne et que je me documente. Je ne sais pas exactement de quel protocole vous parlez. Par contre, c'est extrêmement important que les personnes puissent utiliser toutes les voies de droit et de recours possibles pour qu'elles puissent être entendues. Mais je tiens aussi à dire que parfois, ce n'est pas uniquement les procédures de nature juridique qui amènent de la sérénité ou de l'apaisement. C'est aussi des fois la discussion avec les pairs, c'est aussi un groupe de soutien, c'est aussi des réponses autres que uniquement de nature juridique. Bien sûr qu'il faut clarifier ce qui doit l'être en termes de réponse. Si par exemple on a une décision négative au niveau de l'AI ou autre, mais tout ne se joue pas que dans la sphère juridique. Plus largement peut-être, pour un peu peut-être finir sur cette thématique de la santé mentale et de l'inclusion aussi des personnes handicapées, comment finalement on peut mieux inclure les personnes handicapées ? On sait que c'est parfois peut-être compliqué si on est atteint d'un handicap d'avoir accès aux mêmes infrastructures, que ce soit culturelles, sportives ou même politiques. Qu'est-ce qui peut encore être mieux fait sur le niveau de l'inclusion ? Alors, mais énormément de choses, dans le sens qu'on s'est posé toutes les questions d'accessibilité aux bâtiments. On sait qu'il y a des programmes qui ont été mis en place, qui ont déjà amené à des grands progrès, mais on sait qu'il y a encore des difficultés vraiment d'accès à certains bâtiments, comme vous dites au niveau culturel ou autre. Les transports publics, on sait qu'il y a énormément de gares qui ont été adaptées, mais pas toutes. Je discutais avec une personne en situation de handicap et disait si moi je veux prendre un billet pour aller, je sais, pas dit Berlin, mais je dis Berlin, c'est pas impossible, donc c'est pas une discrimination, mais c'est pas une situation égalitaire parce qu'il me faut beaucoup plus de temps pour pouvoir organiser le voyage, pour pouvoir avoir les réponses, pour qu'elle puisse se déplacer en fauteuil roulant. Donc il y a d'énormes progrès qui ont été faits dans la société, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et surtout, ce qui tient à cœur des personnes en situation de handicap, et je suis extrêmement favorable à ça, c'est qu'on les intègre dans les groupes de travail et qu'on leur donne la parole pour qu'elles puissent elles-mêmes s'exprimer en tant qu'experts du terrain sur ce qui est nécessaire pour elles.
je vous propose pour conclure de prendre 2 questions qui nous ont été proposées par les personnes qui nous suivent. Et il y avait justement une question liée par rapport à la perte de confiance que certains jeunes peuvent avoir en ce moment envers les institutions. Il y a une personne qui nous reparlait encore du scandale qu'il y a eu lié à l'AVS. Et finalement, les personnes se disent comment aujourd'hui on peut de nouveau avoir confiance en nos institutions si voilà, parfois il y a des problèmes qui se passent, si on a l'impression que ça agit peut-être pas assez rapidement. Qu'est-ce que vous répondriez face à cela ? Alors, votre question, elle est quand même complexe, parce que si on ne va pas assez rapidement, c'est aussi parce que les processus en Suisse législatifs ou autres sont assez lents. Cette lenteur, elle est énervante, puis elle crée des irritations, des incompréhensions, mais elle est aussi assez rassurante, parce que quand on voit dans certains pays où on change de régime et puis que, hop, on bascule dans une dictature, ou bien que tout à coup, on retire des droits aux femmes, ou bien que, oui, je veux dire, la démocratie, c'est quand même encore le meilleur moyen de vivre en société. C'est peut-être lent, mais c'est aussi garant de donner la parole à chacune et à chacun. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la confiance, ça ne se décrète pas. Si je participe à votre interview, c'est parce que j'ai envie de communiquer avec vous, mais aussi envie de dire comme je disais, j'ai envie de rendre des comptes. Comme vous avez dit, l'AVS, voilà, il faut expliquer qu'il y a eu des erreurs dans des calculs, dans des projections, mais on doit aussi avoir une culture de l'erreur, mais après, de pouvoir discuter de ce que cette erreur signifie par rapport à la population. Maintenant, je dirais aussi que les jeunes, c'est aussi un peu, je les invite un peu à s'intéresser vraiment, parce que quand j'étais à la Haute École du Travail Social, j'ai aussi été étonnée du fait que beaucoup de jeunes ne comprennent pas le fonctionnement, je veux dire, dans le législatif, dans l'exécutif, du pouvoir judiciaire. Et bien sûr que peut-être on ne leur apprend pas assez l'instruction civique à l'école, mais eux-mêmes ne sont pas forcément des plus curieux. Donc je veux dire, il faut aussi s'intéresser et créer le débat, avoir des critiques, et puis je pense qu'ils vont toujours trouver des politiciens et des politiciennes qui auront envie de leur répondre. Une autre question qui nous a été posée pour finir sur celle-ci, Sarah se demande pourquoi le domaine de la culture, et aussi on a l'impression qu'on peut privatiser, que c'est uniquement quelque chose de très compliqué pour disons, travailler dans le milieu culturel, que ça se fait uniquement par contact. Vous gérez justement l'Office fédéral de la culture, vous remarquez aussi ça ? Mais pas du tout. Non, mais je veux dire, ça dépend. Il y a la culture au niveau professionnel. C'est clair que si vous voulez travailler dans un théâtre, il faut correspondre au cahier des charges possibles et autres. Mais en Suisse, la culture, c'est aussi toute la culture amateur, c'est aussi tous les bénévoles. Si je pense à un festival dans ma région, le festival du Chant du Gros, il est vraiment intégré socialement, culturellement dans la région. Donc, oui, je pense que la culture, au contraire, crée du lien, rend des choses possibles. Et ce qui est de ma responsabilité, c'est que la culture, l'accès au musée, le prix des billets, soit le plus, social possible pour qu'on ne soit pas dans ces critères de culture élitiste ou bien culture qui ne serait pas à disposition. Enfin, au niveau du cinéma, je ne suis pas sûre que ça mériterait un plus grand débat. Je ne pense pas qu'on est dans un petit vase clos, puis que par cooptation, on est entre nous. Non. Je l'invite à aller à toutes les manifestations culturelles qui sont à disposition dans sa région. Pour conclure, on vous avait demandé déjà avant, on sait qu'il y a un clivage qui commence à grandir entre parfois les jeunes, les moins jeunes. Et justement, peut-être pour renouer ce dialogue, une question qu'on avait posée à l'avance, c'était si vous aviez un message à faire passer aux jeunes aujourd'hui, ce serait lequel ? Alors, de continuer à être impatient, parfois même un peu impertinent, mais de s'intéresser vraiment et de dialoguer. Et je crois qu'on est là pour discuter, pour débattre. Et je crois qu'on a tous été jeunes une fois. En tout cas, moi, je m'en souviens encore. Ça fait il y a longtemps. Mais je crois que j'ai encore quelques petits élans de jeunesse dans mon engagement. Merci beaucoup, Madame la conseillère fédérale, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir joué le jeu aussi de vous adresser aux jeunes. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très aimable. Merci beaucoup.